Là on a l'exemple d'un volcan en Alaska. Je vais vous montrer l'exemple, c'est des explosions extrêmement violentes qui montent des panaches à très haute altitude, voire dans la stratosphère, et qui vont créer des débordements dans tous les sens de projection, qui vont construire un anneau de tuf. Alors on appelle ça du tuf. Alors le tuf, vous connaissez nos tufs, tuffeau, c'est quand on est plutôt dans les roches de la Loire. Hein. Le tuf volcanique, c'est la même chose, mais avec des cailloux volcaniques dedans. Hein. C'est un tas de cailloux, comme on dit chez nous. Et ça formait, à la fin, ça formait un cratère de ce genre-là. Un peu comme le lac Pavin actuel, vous voyez. Il y avait de l'eau, autrefois, évidemment, forcément. L'eau a disparu hein, depuis. Cette eau, elle a disparu. Elle a été remplacée par du sédiment. C'est-à-dire que tout au fond, tout autour de nous, on est construit sur une quantité phénoménale de sédiments, argileux, calcaire, sable, etc. Et ça a tout comblé. Par contre, l'eau est toujours piégée dedans. On a une quantité d'eau phénoménale. Si donc, bien, au niveau construction ici, tout ce qui est souterrain, les parkings et autres, là, soit vous avez de l'eau thermale avec gazeuse qui remonte. Alors, quand on fait les travaux, il faut faire un dégazage totalement du... D'ailleurs, lors de la construction du parking qui est en bas, il y a eu un mort. Une personne qui est partie trop tard pour les manger, et puis malheureusement, il a été gazé. C'est-à-dire, il a mangé du CO2. Le place de Jaude, non. Par contre, à Jaude, les deux parkings qui sont à Jaude 1 et Jaude 2, ils sont à moins 40 à peu près. Et dans les deux niveaux inférieurs, il y a des pompes qui pompent en permanence l'eau et qui éliminent l'eau. Il est arrivé il y a 2 ans en catastrophe en pleine nuit. J'ai un collègue hydrogéologue qui a été appelé. Toutes les voitures étaient sous l'eau sur 2 étages. Parce que la pompe est tombée en panne totalement. Et ils ont mis plus d'une journée pour essayer de retrouver la panne. Et heureusement, sauf que les gens ils ont été obligés de faire une déclaration de sinistre. Hein. Ils ont mis 2 pompes. Ils ont mis 2 pompes, peut-être plus, j'en sais rien. Mes collègues n'ont pas vraiment parlé du sujet. Donc voilà. Donc pour résumer, l'activité volcanique dans ce secteur, c'était une activité explosive par rencontre au magma, et ça a créé un immense cratère qui s'est rempli d'eau, et après l'eau a été remplie par du sédiment et qui constitue toute la base. Alors le gros problème ici, c'est que les bâtiments, ils se tiennent tous les uns à côté des autres. Vous en enlevez un, ils tous s'écroulent parce qu'on est dans des formations sédimentaires gorgées d'eau, et ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Et donc les bâtiments, ce sont des argiles et des sables. Hein. Ouais. Donc les bâtiments, ils sont instables. La plupart des bâtiments, ils ont été pieutés. Hein. C'est tous des systèmes avec des pieux importants. Hein. C'est comme c'est griffé, on appelle ça. Vous devez connaître tout ce système. Parce que je sais que vous êtes tous dans la construction. Alors si jamais vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous me demandez. N'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Et par contre, s'il y a des mots que vous connaissez mieux que moi, vous pouvez toujours m'apprendre des choses. Je suis là aussi pour apprendre. Donc chaque fois que la pierre est recassée, elle libère du gaz. Alors c'est des gaz qui sont restés, généralement c'est du dioxyde de soufre ou du dioxyde de carbone, etc. C'est une balle de revolver, ça. Je sais pas, c'est possible. Oui, c'est possible, mais ici, je sais pas quel était le... Oh, bon, on va laisser les manifs de côté. Hein. Bon, parce qu'ici, il y a des manifestations, il y en a plein, hein, souvent. Hein. Mais pendant la guerre aussi, il y a eu pas mal de batailles dans le coin. Et ça, on va passer. Donc, ce sont des bulles. Ce sont les bulles du gaz qu'il y avait à l'intérieur. On appelle ça des vacuoles. Est-ce que tout le monde m'entend derrière? Vous voyez les choses, si vous êtes petit, c'est devant, les petits devant, les grands derrière. Je vois qu'il y a une dame qui est toute petite là-bas. Madame. Non, désolé, mais avec les enfants, c'est les petits devant, les grands derrière. Les grands, messieurs, laissez passer les dames. Donc ici, les bulles, c'est intéressant. Pourquoi les bulles sont intéressantes? Parce que les bulles, c'est des trous dans la roche. Donc ça allège la roche, d'une certaine manière. Donc quand on va faire de la taille de la pierre comme ça ne sera pas des pierres très très lourdes. Les pierres les plus lourdes qui existent dans la région, c'est le basalte. Vous connaissez le basalte? Basalte, c'est une roche très pauvre en silice, très pauvre souvent en bulles et en vacuoles, et qui a une densité de 2,8. C'est-à-dire que vous prenez un mètre cube de basalte, ça vous pèse 2 tonnes 8. Hein. Le trachyandésite, c'est un peu moins, c'est autour de 2 à 8, entre 1,8 et 2,2. Hein. Et on obtient Alors si vous avez plus non plus, c'est moins lourd. Automatiquement à la taille, vous taillez plus facilement et c'est moins lourd à porter, enfin d'une certaine manière, parce qu'il faut quand même des grues pour les porter. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand vous avez des pierres taillées, on a souvent des cassures sur les bordures. Là. Ça peut être lié à un effet gélif, c'est-à-dire que quand la pierre refroidit, quand la roche, le magma refroidit, et à un moment donné, il va refroidir très vite et ça fait des cassures. C'est comme ça.
sais pas si vous avez- comme le caramel. Vous connaissez le caramel? Quand vous faites du caramel, vous le faites, vous le mettez dans de l'eau, du coup ça fait... Vous voyez des espèces de fractures qui vont dans tous les sens. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le fil quand on creuse, quand on casse. Et ça va casser dans certains endroits, c'est une certaine fragilité à la pierre de Volvic. C'est pour ça que la pierre de Volvic, en parement, quand on évoque l'utilisation dans les grands bâtiments, notamment, je crois qu'ils en ont mis à Paris, là, dans l'opéra, le nouvel opéra, là, en parement, des fois ça tient pas, même quand c'est fixé dessus. La tendance, ça se détache et poum, ça tombe. Et celui qui est en dessous, ben, bon, bref. Alors, les bulles, je reviens. Pourquoi les bulles? Si vous regardez les bulles, et si elles sont plus ou moins rondes, il y a des endroits où vous verrez des bulles qui sont allongées. Si elles sont allongées, ça veut dire quoi? C'est qu'à la fin du refroidissement de la lave, quand elle s'est coulée, la lave qui avance, et là, je vais essayer de pas me casser la gueule, je vais le faire comme ça, elle avance, et la bulle, pouf, elle va se projeter comme ça. Donc elle vous indique le sens d'écoulement de la lave. Donc suivant les pierres que vous avez taillées, vous allez pouvoir retrouver l'endroit où elle a été taillée, elle a été extraite de la carrière. Ce qui nous permet de reconstituer la coulée de lave. Parce que ces pierres qui sont là, elles ne sont plus dans la carrière. Donc elles ne sont plus dans la coulée de lave. Donc c'est un élément important pour comprendre la mise en place et aussi pour retrouver les carrières. Parce que quand vous avez un architecte qui vous dit ben moi je voudrais voir la Volvic, ben oui, mais la Volvic comme ça, vous n'en verrez jamais. On aura une nouvelle Volvic. Alors on va essayer de trouver quelque chose qui correspond à ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur, vous allez voir, il y a très peu de cristaux. Alors pour ça, il faut regarder avec les yeux. Hein. Donc il faut enlever les lunettes, mettez près, puis vous allez voir peu de cristaux. C'est une lave qui est extrêmement... on a dit que c'est un mélange de magma. Pourquoi? Parce que vous aviez deux magmas qui sont arrivés à la surface, sous le volcan. Une magma très riche en silice, ce qu'on appelle le trachyte, qui constitue la lave principale des dômes de la chaîne des puits. Et le basalte en dessous. Ils se sont mélangés un peu comme l'huile de vinaigre. Et à la fin, quand vous mélangez l'huile de vinaigre, c'est ce que ça fait? Hein? La vinaigrette? Non, mais même mieux, si vous mettez des œufs dedans, ça fait la mayonnaise. Bon bref, donc vous allez avoir une roche qui contient des petites enclaves dedans. Vous voyez, on a des petits gros enclaves dedans, qui restent des grumeaux en fait, c'est un peu comme vinaigrette, effectivement. Et donc, les minéraux ont un peu le temps de se cristalliser, vraiment de façon très importante. Donc quasiment été résorbés, donc très peu de cristaux. On ne voit que les cristaux qu'avec un microscope, hein, tout simplement à lumière naturelle popularisée. Donc la lave de Volvic, c'est un mélange de magma abouti, c'est-à-dire c'est carrément la vinaigrette, totalement. Et c'est une roche qui a une grande caractéristique, c'est comme ça elle a cette composition très particulière, qui est ni un basalte, ni un trachyte. On appelle ça un trachyandésite. On va prendre trachyandésite, ça s'appelle plus l'andésite de Volvic, c'est trachyandésite de Volvic. Donc c'est facile à retenir, trachyandésite. Bref. Alors, et donc cette roche-là a une particularité, c'est qu'elle est, elle est gelée, mais elle résiste aux acides. Donc elle a été utilisée beaucoup pour faire des bacs, pour pouvoir contenir des acides très forts. Acide fluorhydrique, acide, pas fluorhydrique, nitrique, etc., etc. Et voilà. Et puis en plus, elle va servir, comme elle peut résister à la chaleur à très haute température, si vous l'émaillez, ça va vous donner ce qu'on appelle, c'est la base de la lave émaillée dans la région. Hein. Voilà, donc l'émail, on en trouvera peut-être dans la ville, dans les différents décors actuels, urbains, comme on dit maintenant. Là, on voit, là c'est des parties les plus anciennes du bâtiment. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous parler de la lave de Volvic, qui est un peu dégradée, à cause de l'altération du vent et de la pluie. Vous voyez là-bas, la lave de Volvic, qui est en fait, c'est pas du mur, c'est simplement des plaques qui sont plaquées sur un bâtiment en dur qui est dessous. Hein. Elles sont figées avec des systèmes d'accrochage. Voilà. Là, c'est très moderne, on va dire. La préfecture, il n'y a pas très longtemps, la nouvelle préfecture, bâtiment administratif, il y a un petit moment qu'elle a été faite, mais on voit bien que là, c'est la Volvic assez moderne, assez proche. Là, où la Volvic très ancienne. Donc une grosse altération. Alors ici, les mortiers. Alors, quand on voit ces mortiers-là, est-ce que c'est du mortier moderne ou mortier ancien? C'est du mortier, évidemment, c'est du moderne. Hein. Vous voyez bien que c'est un enduit actuel. Ce genre d'enduit, moi j'ai une collègue qui bosse là-dessus, qui est géologue, géochimiste, et ben elle vous dit que ça ne durera pas longtemps. Hein. Parce
que ça ne résiste pas aux variations de température et chimiques, notamment à la pollution de plus en plus importante. Notamment en France, je ne sais pas de quelle région vous venez, mais par exemple tous les ponts TGV, actuellement on refait entièrement le béton parce qu'il y a des trucs qui se cassent la figure. Tout simplement parce qu'on a prévu des bétons, des ciments, des enduits qui restaient à une certaine température de l'air, la chimie, etc. Et avec le changement climatique, il y a tout qui change. Même ici, dans toute la France et partout, vous avez une décompression des terrains. On le voit beaucoup en montagne maintenant parce que le permafrost est en train de se réchauffer et tous les blocs se détachent. Tous les accidents que vous entendez en ce moment, les endroits où vous avez des gros blocs qui tombent, plusieurs centaines de tonnes, les glaciers qui commencent à partir, etc. C'est lié au changement climatique, c'est irréversible. Alors vous qui êtes constructeur, bon courage pour la suite. Vous allez avoir beaucoup de problèmes à gérer ça plus tard. Il y a du calcin sur la roche volcanique. Un petit peu, oui, un petit peu de calcin. Alors des fois c'est lié à des phénomènes secondaires, parce que un jour ils avaient enduit des enduits pour cacher le noir. Voilà, là c'est la demeure du paquet. Voilà. 80 volcans allumés et plus que ça en profondeur sur environ une cinquantaine de kilomètres, voire des fois un peu plus, 80 km, qui domine Clermont-Ferrand sur un plateau surélevé qu'on appelle un hors, on appelle ça aussi le plateau des Dômes, entièrement granitique, et sur la bordure vous avez une faille. Enfin, on voit un débord, un rejet de faille de 600 mètres, mais il y en a encore 1200 sous nos pieds. C'est une immense faille énorme qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, qui va pratiquement du nord du Massif central jusque vers le Haut-Allier, c'est-à-dire vers Brioude, on a vers Bande, même presque, pas tout à fait Bande, mais presque. Et donc, dessous, vous avez un empilement de strates, de couches sédimentaires. Sur certains endroits, on a 1800 mètres sous Rion. Rion, c'est la ville qui est tout à fait au nord d'ici. Et sous nos pieds ici, on doit être à peu près à 600 mètres, 800 mètres, ça dépend de l'endroit. Et là-dedans, évidemment, ça a été traversé par d'énormes volcans explosifs, dont le Mar de Clermont-Ferrand, il y a 156 morts, qui a donné ce relief ici, qui est très aplani, évidemment. Quand le volcan s'est formé, il faut imaginer que vous aviez un énorme trou en bas de vous, là. Vous étiez en train de regarder l'eau, et ici, vous aviez une grande montagne au-dessus de vous. Donc tous les bâtiments sont ancrés sur cette butte-là, la butte de ce volcan. Alors, mais c'est devenu la maison UNESCO, forcément, puisque depuis que nous sommes labellisés chaîne des puits faille de l'Iman, Cocorico, maintenant on est super connus. C'est devenu un haut lieu, on va dire, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Vous êtes venu en congrès parce que les gens d'ici m'ont dit il faut venir, on est vraiment dans des hauts lieux de la volcanologie mondiale. Les chaînes de puits, comme les chaînes alignées comme ça, il y en a 3 dans le monde. Vous avez une dans le Dakota, petite chaîne. Vous avez une toute petite aussi au nord de la Chine, avec un même genre de configuration. Et bien, il y en a une qui est particulièrement intéressante, mais qui est derrière le Tibet. Mais le Tibet, déjà, y aller, c'est difficile. C'est une grande chaîne avec toujours un effondrement, un graben. Mais ici, on la voit, elle est à côté de nous. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en 1980. Moi, ma passion, les volcans d'énergie, vous avez bien compris. Je suis arrivé ici. Le seul endroit où on parlait de volcans, c'était la pizzeria qui s'appelait le Stromboli, c'est tout. Tout le monde se foutait pas mal des volcans. Les gens ils disaient mais ça sert à rien, on les voit les volcans, on les voit. Maintenant partout, vous avez le boucher des volcans, vous avez la pizzeria du volcan, vous avez la trattoria du volcan, vous avez tout le monde s'appelle volcan ici. C'est formidable. Vous voyez. Et donc l'aboutissement de la chaîne des puits faille de l'Iman, c'est tout ça, c'est tout ce travail en amont de pas mal de gens qui se sont intéressés au sujet et qui ont valorisé. Et maintenant, ça nous permet de vous recevoir tout ce que vous êtes. Au Japon, pas de chaîne linéaire comme ça, non. On a des volcans tout allongés les unes à côté des autres, mais c'est pas des volcans essentiellement stromboliens et quelques dômes au milieu. C'est assez rare de voir des volcans alignés comme ça. Au Kamchatka, vous en avez un comme ça aussi, mais on ne peut plus aller au Kamchatka maintenant, pour plusieurs raisons. Mais bon, bref. Voilà. Qu'est-ce que les scientifiques mesurent au quotidien quant à des risques de ceci et de cela dans tout ce secteur? Dans ce secteur, vous avez des sismographes. Des sismographes, Ils sont là, ils sont implantés dans la région depuis environ au moins une bonne 80 ans environ. Et qui sont assez espacés parce qu'on n'enregistre que des séismes plutôt globaux, c'est-à-dire qui viennent globaux, qui viennent de toute la Terre.
Quand vous avez un tremblement de terre au Tuamotu, là, 15 minutes, il est là, vous l'avez sur les sismographes. Et on enregistre la microsismicité de bordure de Limagne notamment, et récemment la microsismicité liée à l'hydrothermalisme qui est en train de prendre un gros coup parce qu'on a des venues de CO2 très fortes qui arrivent de profondeur. Ça c'est un résultat qui a d'un mois environ, hein. C'est mes collègues du laboratoire Magma et Volcan, je dirais à la MNV pour ne pas mélanger les pinceaux, et au PGC, Observatoire physique du globe de Clermont-Ferrand, qui sont arrivés au bout d'un certain nombre de travail très très long à cette conclusion-là. On a une perturbation importante, plus le changement climatique et la décompression des terrains, automatiquement ça bouge de tous les côtés. Sauf que ce sont des micro-séismes, des séismes de 1 à 5 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire vous ne sentez rien, quand vous êtes au travail, vous ne sentez rien. Sauf si le soir vous vous couchez sur le bord de la Limagne, hop, un petit séisme. On peut avoir des séismes de 2,4 à 2,8. Ça arrive de temps en temps. Moi quand je suis arrivé en 80-81, j'habitais à Royard, et un jour j'ai été réveillé par un micro-séisme. Vous avez le tintement des verres là, dans les bahuts, puis vous avez le lustre qui est fait comme ça. On a eu un tremblement de terre vers Besse, super Besse, en 2013. Il a été quand même de 2,8 sur l'échelle de Richter et 3,2 en profondeur. Et là par contre, les gens qui étaient au haut des immeubles, ils ont fait ça. Hein. Et ceux qui étaient dans la rue, j'ai un collègue qui comptait des mouflons, et là, il croyait que c'était le taureau qui courait derrière lui. Simplement, c'est passé sous la pierre, et il a été réveillé, et les enfants ont eu très peur à l'école, enfin bref. Mais par contre, le plus gros séisme qu'il y a eu de la région, c'est autour de 1550-70, où la ville de Clermont-Ferrand a été détruite. Tous les remparts ont été détruits, et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. La cathédrale est fondue en deux, on le verra tout à l'heure. Toute la ville de Riom, les 80% sont effondrés, malgré ces pierres de Volvic que vous voyez ici. Il y a eu l'abbaye de Mozac qui s'est effondrée, tous les bâtiments sont cassés la figure. Enfin, il y a eu le tremblement de terre, c'était 6 à 9 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire changement de paysage, qu'on appelle 13 sur l'échelle de Mercalli. C'est-à-dire changement de paysage, changement de... Enfin, toutes sortes. Là, par contre, on ne sait pas le nombre de morts qu'il y a eu, par contre, on sait le nombre de bâtiments qui sont cassés la figure. C'est assez curieux d'ailleurs, pourquoi, on ne sait pas. Et on n'a pas fait encore des états de morts. Alors vous pouvez monter, descendre, faire plaisir. Allons-y, vous avez je ne sais pas si c'est vraiment de la Volvic. Voilà. Venez. On va se promener autour. Vous avez la Volvic à toutes les Sur la route des matins, je pense à nos retrouvailles. Le temps passe mais en vain, je garde ma voilà, fenêtre. depuis la gare du portail, on voit la fracture. Et cette fracture, c'est lié au tremblement de terre. Quand vous avez un tremblement de terre, tout bouge comme ça, et en translation, ce qui se passe, c'est que même si vous avez des roches appareillées, elles vont bouger. Et elles vont se soulever, donc elles vont se recaler différemment. D'ailleurs, j'ai appris une chose d'un collègue qui est décédé malheureusement, qui travaillait dans le sud de la France, qui a fait une grosse base de données sur les tremblements de terre. Il m'a appris une chose, quand vous regardez un bâtiment ancien, si vous travaillez sur des réfections de bâtiments en France, quand vous avez des portails, vous avez donc des voûtes, si vous regardez que si les pierres sont bien calées, c'est que tout va bien. Et si vous voyez des pierres qui sont légèrement décalées, ça veut dire que l'onde est passée, ça a soulevé le tout, et tout s'est remis au moment du séisme. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le passage des ondes dans le sol. Moi je fais ça depuis 40 ans pour le plaisir. J'essaie de déterminer dans tous les bâtiments ici, en Limagne, dans la montagne, ici dans la ville, de déterminer le passage des ondes, comment les bâtiments ont joué par rapport à ça. C'est un vrai travail, mais bon, c'est un vrai de Gaulois sous les Romains, on va dire. C'est un travail de fourmi, on va dire. C'est un sujet qui est à la limite entre la sismologie, la tectonique, la géologie et la construction surtout. Hein. Des fois, quand vous avez des tremblements de terre très importants, vous avez les bâtiments qui sont cerclés. Ici, on a des bâtiments cerclés, notamment des bâtiments dans les zones où il y a beaucoup d'argile, de sable, etc. Si vous avez l'occasion d'aller voir le tremblement de terre qu'il y a eu en 1911 dans le sud de la France, il y a une ville, il y a des bâtiments entièrement cerclés. Ça, c'est lié uniquement à la retenue des bâtiments à la suite de tremblements de terre, avant qu'ils s'écroulent. Dans la région, on a beaucoup de pisés. On a beaucoup de pisés dans la région. D'ailleurs, la plupart, vous devriez le savoir, vous en construction, que les maisons en terre, il y en a 90% des maisons en terre sur la terre. La plupart des maisons ne sont pas en pierre ni en moellon. Et donc, on va resserrer les murs avec des tirants d'ancrage.
des croix et puis des tirants là, avec des petites vis. Hein. C'est l'équivalent des tirants d'ancrage qu'on met quand on veut retenir des talus ou des murs. Pardon, excusez-moi, désolé. Alors je vous laisse admirer. Pas mal de renseignements un peu historiques. Vous posez la question à mon collègue qui est là. Ici, les sources les plus chaudes en surface, c'est 82 degrés. Moi, c'est en granit du côté de Chaudes-Aigues. Tout le monde connaît Chaudes-Aigues. Mais aussi dans le Sancy, ça nous fait à peu près 43 degrés. 80, 43, 40, 50, ça dépend des moments. Quand vous avez de l'eau chaude en surface, on prend dans l'eau des minéraux en suspension qui sont à l'équilibre avec l'eau. Et on appelle ça des géothermomètres. C'est-à-dire des thermomètres géologiques, si vous voulez. Donc en calculant la proportion de ces minéraux qui sont à l'intérieur, eh ben, ça vous permet, par des équations, d'obtenir des températures. Alors il y a des moments où, si vous avez doit être 30-40 degrés, vous pouvez avoir 150, 180, mais dans les endroits un peu plus actifs, alors, du côté du Pavin, avec un collègue qui travaillait là-dessus, on avait trouvé des températures proches de l'eau de l'eau vaporisée près du magma. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses différentes. Donc pour le moment, c'est à l'état de recherche. En France, vous savez, on fait beaucoup d'académiques. Peut-être moins maintenant, parce qu'un jour ou l'autre, si on a quelqu'un comme Trump, on est foutu. Hein. Donc, désolé de parler de ça, mais c'est l'actualité scientifique. On risque d'avoir des problèmes, notamment de pouvoir utiliser... on fait beaucoup d'académiques, mais on fait très peu d'appliqués. On en fait beaucoup d'appliqués, bien sûr, mais le problème, c'est que l'appliqué, petit à petit, il est réorienté. Hein. Il y a le phénomène du lobby, etc. Et donc, à un moment donné, on va s'éloigner peut-être des choses essentielles. On verra ça. Ça, c'est de la philosophie, excusez-moi. On continue, on va... Par exemple, vous avez ici du basalte. Un morceau de basalte qui va certainement provenir des dépôts volcaniques qui sont en dessous. C'est un morceau de bombe volcanique. Ici, vous avez un autre morceau de lave du cœur d'un cône de scourie qui avait dessous aussi, qui s'est formé pendant l'éruption, etc. On commence à voir aussi autre chose ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à du grès, c'est du grès. C'est du grès, vous pouvez toucher, ça fait une super sensation. Là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, tous les types de bulles. Vous voyez aussi, ça, c'est pas de la Volvic. Hein. Ça, c'est d'autres types de lave. Avec beaucoup de bulles. Quand il y a beaucoup de bulles comme ça, assez grosses, très rondes, c'est comme quand vous faites de la mousse au chocolat ou des cookies. C'est équivalent à de la lave qui barbote dans un lac, dans un cratère. On appelle ça de la lave de lac de lave. Ça fait des grosses bulles, bloup, 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 et automatiquement, quand ça refroidit, ça fait ce genre de choses. C'est le faciès cookies, hein, ce qu'on voit là, ici. Et après, tous les types de variations. Nous, quand on voit tous ces types de bulles, ça nous indique ce qu'on appelle le faciès. On a tous des visages différents. Les roches, on a toutes un faciès particulier. Et chaque faciès va nous permettre de reconnaître d'où elles viennent, quelle carrière. De plus en plus, dans l'étude des centres-villes historiques, et aussi dans l'histoire en général, on essaie de comprendre comment on va chercher les matériaux, d'où ils viennent. Car moi, la première travail que j'ai fait quand j'étais étudiant, c'est pour l'autoroute qui part à Paris. Là. Il y a un gars qui a eu le marché, il m'a dit « Pierre, il faut que tu nous trouves des carrières pile poil sur le... » Donc on a fait tout l'inventaire des carrières, et on est allé chercher dans les cartes de Cassini, les cartes au 80 millième, et puis en discutant plus ou moins avec les papis et les mamies, et on a retrouvé des carrières anciennes, et donc il y a un endroit, quand vous descendez l'autoroute entre Expert, c'est que vous descendez sur la Sioule, vous avez une immense carrière sur votre droite, c'est une carrière qui a été trouvée grâce à ça. Ils ont pris la carrière là, ils ont pris les blocs, ils ont fait tout de suite empirement, hein. Ça coûte rien là. On était à moins de 10 mètres du bord de... Ça a été une merveille. Donc là, ça nous permet de comprendre d'où ça vient. Et là, on commence à avoir des grès. Grès fins, avec des micas dedans. Ça, c'est du grès d'origine qui vient d'un granit à mica blanc. Tout à l'heure, vous avez vu, on en a vu en pierron, ça. Après, on a ici du grès plutôt jaunâtre, grossier, ce qu'on appelle le grès grossier ici. Ça veut dire qu'en milieu de bassin, c'est-à-dire que vous avez un gros orage, vous avez les sables fins qui se déposent en surface et en profondeur les grains les plus grossiers. C'est comme quand on est à la plage, vous allez sur un plateau continental très loin, vous avez beaucoup de sable fin. Si vous avez sur un plateau qui s'enfonce, vous allez voir du sable fin et tout d'un coup que des gros cailloux. Hein. Ceux qui font de la plongée se connaissent ça. On en revient à la roche.
La preuve en est, c'est que là récemment, il y a un architecte qui m'a dit il faut revenir à la roche parce que c'est mieux pour l'isolation, c'est mieux pour ci. Donc messieurs qui travaillent dans les carriers, allez-y, achetez les engins, commencez à faire de la pierre de taille. Ici on voit les grès. Il y a des grès grossiers, des grès fins. Alors vous avez des grès qui ont subi des phénomènes hydrothermaux. Donc c'est pour ça que vous avez ces dépôts hydroxydés. D'ailleurs ça va favoriser la je ne vais pas le faire parce qu'ils vont me tuer. C'est un monument historique quand même. Mais ça fait de la desquamation. Et ça s'effrite par altération. Ça c'est lié à cette circulation hydrothermale. Là on voit un truc intéressant, c'est le mortier. Il est fait avec des petits grains de lave. Regardez de près, c'est assez sympa. Tous ces petits grains de lave, alors si vous les regardez de près, ceux qui sont loin là-bas vous ne les voyez pas, mais ils sont tout arrondis. Ça c'est lié à des explosions par la rencontre du haut du magma, mais à extrême. Et ça donne des billes, c'est comme des petites perles, ça des petites perles. C'est typique des éruptions surséiennes, ce qui se passe en mer généralement ou dans les lacs. Ça donne ce genre de choses. Alors il y a un mortier moitié-moitié moderne et pas moderne, mais bon, c'est intéressant pour ça. On va trouver des moellons. Alors oui, tous les moellons ici, c'est quasiment des moellons de ce qu'on trouve sur des morceaux de lave, des morceaux de grès, de toutes sortes. Vous avez des projections, vous avez des morceaux de lave continus qui viennent du problème des conduits de lave qui arrivaient dans le volcan, etc. On va peut-être trouver même du granit. Il faut chercher. Peut-être des morceaux de granit par-ci. On voit un morceau de calcaire là, tiens. Intéressant. Le calcaire est très rare là-dessous. Hein. Donc ici en Auvergne, on avait beaucoup de briqueterie jusqu'au fin 19e, début 20e. Après ça a disparu totalement. Parce que maintenant les briques, on les fabrique dans des endroits où il y en a de plus, d'argile. Et dans la région, on a énormément de bassins sédimentaires argileux. On a eu des briqueteries bien avant la Révolution. Et il y en a pratiquement une par commune ou par groupe de communes. Hein. Alors les briques anciennes, on les reconnaît comment? Briques ou céramiques. Pourquoi? Parce que quand on faisait des briques autrefois, on ne maîtrisait pas bien la filtration. Donc vous avez beaucoup de morceaux de grains de quartz ou de feldspath à l'intérieur. Feldspath, ça vous dit quelque chose, non? Feldspath. Pour certains, feldspath. C'est un silicate qui contient du potassium, sodium et calcium. Hein. Généralement plutôt potassium que ça. Et donc beaucoup de quartz. Le quartz et le feldspath, ça permet de baisser la température de fusion, donc d'avoir des briques particulières. Donc tous les anciennes briques ont beaucoup de grains à l'intérieur. Les briques modernes, vous pouvez toujours regarder, il n'y a rien dedans. Hein. Parce que c'était tellement filtré qu'on a des choses qui ne sont pas des passes. On les reconnaît simplement à l'estampille. Mais les anciennes briques, on arrive à reconnaître les différentes époques où on fabriquait certains types de briques. Et en même temps, les matériaux dont ils venaient, etc. Voilà. Et Notre-Dame-du-Port, on retrouve alors cette fois-ci un truc extraordinaire. Vous avez un morceau de bois, un linteau de bois et un linteau de fer. C'est le mariage entre l'ancien et le moderne. Bâtiment d'acier. Alors quand on a ce genre de choses, regardez bien le bâtiment. Regardez, il est tout enduit. Si vous regardez bien le bâtiment d'enduit, il y a de la fissure. Ça fissure. Alors, comment reconnaît-on une fissure de gonflement? Si vous avez une fissure de gonflement, votre maison, elle est plutôt ouverte en dessous et petite en haut. Par contre, quand votre fissure s'ouvre vers le haut, la plupart du temps, ça peut être lié au gonflement et ça peut être lié au tremblement de terre. Quand vous avez un tremblement de terre long de passe, le bâtiment il saute et il redescend et tant que les fissures s'ouvrent vers le haut. Souvent, quand ça s'ouvre le plus haut possible, c'est à ce moment-là que tout tombe du haut vers le bas. Donc là, on le voit moins bien, mais là, on commence à le deviner parce que vous voyez l'enduit, il commence à bouger déjà. Alors, c'est un enduit qui doit avoir après une dizaine d'années environ. Ça, c'est la trace du rempart extérieur de Clermont-Ferrand qui s'est écroulé lors d'un tremblement de terre, ou plusieurs tremblements de terre. Voilà, donc c'est tout ce qui peut rester. C'était une ville fortifiée totalement au Moyen-Âge. C'est des Clermont purs. Voilà, je vous laisse regarder le texte, les photos. Ça, c'est le travail de collègues du patrimoine, l'archéologue qui ont bossé sur le secteur. C'est intéressant de voir que là,